J'aime bien dire qu'on est un peu dans un business boulangerie, donc c'est-à-dire que tu peux en ouvrir une 100 mètres à 100 mètres d'une autre, ça va quand même marcher si tu le fais bien. Et tu peux en ouvrir plusieurs et ça peut grandir fort. Et en fait, je pense qu'il y a peu de gens qui se rendent compte de la taille du marché. Toutes les entreprises au monde vont finalement faire du merch à un moment ou à un autre. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. Je suis aujourd'hui avec Simon Paulet. Salut Simon, tu vas bien ? Salut Laurent, ça va et toi ? Simon est le cofondateur avec Benoît Forpier de Merchery, merchery.co, merchery.co. Tu nous arrives tout droit de Bruxelles, mais vous êtes une belle boîte déjà internationale. Vous êtes dans votre 3e année. Et que fait Merchery ? Merchery, c'est des objets brandés pour des cadeaux d'entreprise ou pour les employés. Et bien plus, tu nous le diras tout de suite. Vous avez fondé la boîte en mai 2020. Sur la première année, donc en 2020, entre mai et décembre, vous avez fait 600K. 1,7 million, c'est presque un x3 sur la deuxième année. Et en année 3, 2022, vous êtes sur un trend, tu me dis, pour faire 4 millions d'euros. Ouais, entre 3 et 4 quoi. Pour l'instant, on est plutôt sur 4 que 3, mais on verra. Bon, c'est impressionnant comme croissance. Tu es autofinancé, ce qui est assez incroyable. Et cette idée vous est venue d'un premier projet que vous faisiez en mode Moonlight avec ton associé Benoît, qui était des gourdes réutilisables. Comment ça s'appelait ? Drink Big. Drink Big, comme Dream Big. Tu nous raconteras comment de ce side project vous êtes arrivé à Merchery, qui est un beau succès à date. Ce sont des projets que vous sourcez de manière sustainable, durable, c'est comme ça qu'on dit en français. Exactement. Je pense. Hein. C'est un sujet assez large, mais c'est en effet le cas. Vous êtes passé B Corp assez récemment et une belle croissance internationale. Je crois que 10% de votre CA est aux US. Aux US, ouais. Où vous ouvrez un bureau dans quelques mois à New York. Ouais. Tu as des enjeux hyper intéressants de scale. Tu vends en B2B, donc je te poserai la question de comment est-ce que tu passes à l'échelle en limitant, disons, ou en tout cas, comment est-ce que tu modules ton équipe de vente. Je parlerai d'international aussi, parce que vous êtes basé à Bruxelles, mais comme je l'ai déjà dit, bien international. Vous n'avez pas de stock, tu m'expliqueras comment ça marche. Et puis, vous innovez, ce qui vous donne un angle par rapport à la concurrence, notamment, par exemple, en lançant Merchery Logistics, qui est une app de gestion, c'est ça, pour vos clients, qui permet de gérer leur stock. Exactement. De produits brandés. Je peux pas mieux l'expliquer. Bon voilà, tu nous raconteras tout ça, je vous en dis pas plus. Pour l'instant, si je vous dis un autre thème qu'on abordera, sur ton projet Drink Big, vous étiez sur Shopify, aujourd'hui vous êtes sur Craft CMS et vous êtes en phase de migration de tout le back-end sur Odoo, qui est une sorte de méga mastodonte avec des centaines de des dizaines en tout cas d'apps qui s'interconnectent. C'était un épisode passionnant d'ailleurs, je me souviens plus du nom du fondateur. Ouais, Fabien Pincart, c'est un épisode passionnant que vous pouvez écouter sur Génération Do It Yourself, qui a une approche, Fabien, complètement ouverte, à plat, transparente. Il a des principes assez forts du management et de la croissance chez lui. C'est un business à part. Ouais. Odoo, c'est vraiment spécial. En tout cas, même au sein de la Belgique, moi, j'adore le business, j'adore le gars. C'est pas, mais c'est pas conventionnel. C'est sûr. C'est une boîte belge qui fait presque 2 milliards, je veux pas dire de bêtises, ou en tout cas faisait 2 milliards il y a quelques... ou valorisé à 2 milliards. 2 milliards et demi, je crois. C'est fou. C'est bref. fou. Ouais. Mais on est là pour parler de toi. T'es passé par eFounders.
Ouais, j'ai commencé ma carrière chez eFounders. En fait, non, j'ai commencé ma carrière chez Aircall, qui est une boîte qui fait partie d'eFounders. C'était mon premier stage quand j'étais en master, et donc je suis venu ici. Tu as 28 ans aujourd'hui. 28 ans, ouais. Et expérience de dingue, voilà, c'était les débuts d'eFounders, je crois qu'on était une quinzaine, 15-20. Donc j'ai été témoin d'une croissance assez dingue et surtout d'une équipe géniale. J'ai vraiment beaucoup appris. Et aussi bien que après mon expérience à Paris, j'ai été à New York pour Aircall. Et donc voilà. Après ton stage, ils t'envoient à New York pour le... C'est cool. Ouais, le bureau de New York s'ouvrait et puis j'ai un peu tanné. Et puis je me suis retrouvé à New York. Donc on était 3-4 au bureau de New York. Maintenant, aujourd'hui, voilà, je crois qu'ils sont 250. C'est huge. Ouais. T'as fait d'autres boîtes dans eFounders? Ensuite, je suis passé sur Ivy, qui était un plus petit projet. Pardon, je l'ai pas dit, mais eFounders est un startup studio fondé par Thibaut Elzière, entre autres, et Quentin Nickmans, qui cartonne, qui a déjà plusieurs licornes à son actif. Enfin, c'est un exemple. Ouais, ça a toujours été très inspirant. Ouais. Et donc, pardon, excuse-moi, après Aircall. Et puis Ivy, qui est un projet qui a fait YC, donc je les ai rejoints à ce moment-là. Y Combinator, un accélérateur cette fois américain, le meilleur d'entre tous. Tout à fait, oui. Projet qui a finalement été racheté par un gros concurrent américain. Et puis ensuite, je suis passé sur Brick, qui est un projet belge, puisqu'eFounders c'est en partie belge. Et puis voilà, c'était la fin de mon aventure eFounders. Je voulais quitter, voir d'autres horizons. Puis j'ai travaillé dans une boîte de branding qui s'appelle BS Design, qui est une boîte que nous chez Cosa Vostra on regarde avec beaucoup de respect et d'admiration. Ils font des choses superbes. Ok. Et puis on a commencé avec mon meilleur pote un side project qui s'appelle donc Drink Big, qui était une marque de gourde. Bon, alors ça a beaucoup fait rire tous nos potes et notre famille, mais on voulait juste s'amuser, créer un petit truc sur le côté. Et on voulait faire de cet objet un accessoire de mode. Donc on vendait sur Instagram, on vendait dans des retailers, on a même vendu au Bon Marché, chez Merci Paris, etc. Et puis un jour, on a eu une entreprise qui nous a contactés et qui nous a proposé d'acheter 50 unités et de les personnaliser pour leurs employés. On était complètement surpris. Et puis il y en a eu une deuxième, une troisième, et c'est comme ça que l'idée de Merchery est née. On a lancé donc en mai 2020. Merchery. Drink Big, c'est cool quand même. Vous y avez passé combien de temps? 1 an et demi, 2 ans avant de lancer Merchery, ouais. Alors, expérience très SaaS, du coup, d'abord chez eFounders, parce que eFounders se spécialise sur du SaaS. Design, tu faisais quoi chez Base? J'étais BizDev. T'étais BizDev chez Dave, chez Base. Ouais. BizDev chez Base. Ouais, donc moi, ce qui m'intéressait quand j'ai quitté eFounders, c'était d'avoir une autre perspective, tu vois. Bon, toutes les boîtes cartonnaient, tout était beau, tout allait bien. Moi, je crois que j'avais une sensibilité un peu plus créative, entre guillemets. Donc j'avais envie de me rapprocher de BS parce que c'est une agence qui fait pas mal de culture, pas mal de produits, des marques genre Caudalie, la fondation Louis Vuitton, tu vois. Donc j'avais envie de changer d'horizon et finalement ça a déboulé sur Merchery qui a pas mal été influencé de ça. Ouais, vous allez le voir si vous allez sur le site merchery.co. C'est assez esthétique, je trouve. Et tu sens la sensibilité. Vous êtes dans un monde où il y a quand même un océan où il y a beaucoup de poissons, des gros, des petits. Mais faire du produit personnalisé d'entreprise, faire du merch en gros, pour des salons, pour des clients, pour des employés, il y a du monde, quoi. Il y a du monde. Moi, j'aime bien dire... Moi, ça me dérange pas, personnellement. Le marché est prouvé. Enfin, en tout cas, voilà. Il y a un besoin. On a rien réinventé en termes de marché, donc voilà. J'aime bien dire qu'on est un peu dans un business boulangerie. Donc, c'est-à-dire que tu peux en ouvrir une 100 mètres à 100 mètres d'une autre, ça va quand même marcher si tu le fais bien. Et si tu peux en ouvrir plusieurs, et ça peut grandir fort. Et en fait, je pense qu'il y a peu de gens qui se rendent compte de la taille du marché. Toutes les entreprises au monde vont finalement faire du merch à un moment ou un autre. Donc ça fait une taille de marché qui est assez grande. Et donc forcément, il y a beaucoup d'acteurs. Et nous, notre angle, c'est de faire des produits de qualité, tout simplement. Des produits que t'as pas envie de jeter après 2 semaines. Des produits qui sont beaux, qui ont une histoire, qui sont sourcés de manière transparente. Et donc voilà, c'est notre angle. Mais on vit très bien avec le fait qu'il y a d'autres acteurs, honnêtement. Ouais, et puis c'est un grand marché, c'est surtout pas un winner takes all. Exactement. Et en plus, alors, moi je l'ai vu chez Cosa Vostra, puisqu'on a utilisé certains de vos concurrents, mais on a changé dans le passé, donc en fonction des besoins, des produits, de ce qu'on trouvait, de la qualité,
Ouais. Mais on y reviendra parce que le sourcing, c'est hyper important et garantir la qualité de produits que tu ne maîtrises pas ou de production que tu ne maîtrises pas, c'est... je parle trop vite, mais vous êtes obligé de m'écouter en x1 et pas plus. Mais attends, je reviens du coup à Drink Big. Très cool, c'est un side project que vous lancez, vous bossez dessus soir et week-end. En fait... Et tu veux faire de la gourde un accessoire de mode. Ouais, non, c'est marrant. Honnêtement, tu vois, quand tu sors d'eFounders, où tu vois, tu fais des projets qui ont quand même un impact énorme, tu es sur une vision qui est quand même hyper importante. Quand on a lancé la gourde, je sais pas, on a fait rire pas mal de gens. Mais je pense qu'en fait, on avait besoin de ça. On est deux personnes qui ont besoin de concret, tu vois. Ni Ben ni moi, on est développeurs. Je pense que c'était trop lointain pour nous, en fait, ce monde du SaaS. Donc, on a décidé de faire un truc facile, entre guillemets, rapide et sur lequel on pouvait s'amuser, tu vois. Puis, on a toujours voulu créer une marque, quelque chose de tangible, quelque chose qu'on pouvait, à travers lequel on pouvait s'exprimer. Et en fait, voilà, la gourde, il y a 3 ans, c'était quand même un objet qui était en pleine croissance. C'est hyper facile à vendre online. Donc, c'est-à-dire que t'as pas de retour. Le client doit pas l'essayer. C'est une gourde. C'est incassable. Ouais. Donc, tu vois, au final, il y a pas mal c'est tout petit, donc ça s'envoie facilement. Donc, il y a pas mal de points qui ont fait que c'était un top mais projet. C'est volumineux, ça passe pas dans une boîte aux lettres. Non. Ce qui peut faire, non mais pardon, je dis, mais tu vois, ce qui fait partie du filtre à idées de certains e-commerçants. Figure-toi qu'il y a des gens qui ont fait ça. Ça s'appelle Memo Bottles, c'est des bouteilles toutes fines. Mais bon, voilà, on n'était pas dans ce délire. Nous, notre délire, c'était de créer un accessoire de mode, de rendre la gourde un peu dégueulasse, plus belle, et au même titre que une femme ou un homme aura dans son sac à main un beau portefeuille, il aurait ou elle aurait une belle gourde. C'est assez beau, hein, Memo Bottles. Mais le site de Drink Big est toujours en ligne, c'est Drink Big Bottles. Je vous invite à aller regarder parce que c'est très esthétique aussi. On sent la sensibilité. Comment, alors où tu te sources pour une gourde comme ça? Alors pour la gourde, en réalité, on a sourcé sur Alibaba. Ouais. Puisque le premier producteur en acier au monde, c'est la Chine. Donc pour le projet de la gourde, on a changé 2 fois de producteur. La première fois, il était forcément mauvais. Et puis ensuite, on s'est amélioré. Forcément, tu peux tomber juste. Tu peux tomber juste, ouais. Après, on a découvert énormément de choses dans le sourcing de nos produits. C'est là qu'on a un peu, en fait, appris à sourcer des produits. Okay. Ouais. Après, c'était une des frustrations du projet, c'est que le produit était fait en Chine. Même si on avait, au final, sourcé un bon producteur et fait en sorte que c'était fait correctement, on avait quand même envie de créer un projet qui était plus proche de l'Europe, tu vois, sourcer des produits plus quali. Et c'est ce qui nous a amené à Mercury. Vous partez sur Shopify? Ouais. Sur Drink Big Bottles? Ouais, Shopify. Enfin, on a designé un template. Ouais. Et puis voilà, c'était tellement facile. Et alors, dernière question. Alors, je suis désolé, il y a des travaux au bureau, mais je suis pas sûr que vous les entendiez. Si jamais vous les entendez, je vous prie de m'excuser. On rajoute des salles de réunion parce que c'est devenu le nerf de la guerre maintenant qu'on fait tout en visio. Dernière question, quand tu lances un side project, soir et week-end, que tu te sources là où vous sourcez, que tu vends sur ton joli site, comment tu fais pour entrer chez Merci et au bon marché? Tu m'as dit que c'était au bon marché, hein? Ouais. En fait, mais c'était justement ça. On était sur un marché qui était hyper, honnêtement, entre nous, hyper saturé. On est arrivé au début de la vague quand même, mais notre positionnement était niche. Donc, on avait un produit de qualité et qui pouvait se mettre dans des concept stores et à côté de marques fashion. C'était ça un peu notre objectif. Et donc finalement, ça a pas mal marché. C'est sûr qu'on n'avait aucune chance de se mettre dans un magasin bio ou tu vois dans une grande surface, ça c'est sûr. Mais par contre, on avait une marque, une histoire et un visuel qui pouvait matcher avec voilà des belles chaussures, des belles fringues, etc. Donc voilà, c'est comme ça que ça a marché. Et puis on a été repéré par Belle Rose, qui est une marque belge, qui a notamment des magasins ici en France. Donc ça a été une carte de visite. Et puis mais voilà, Drink Big a jamais été énorme. Hein. Mais vous êtes allé les chercher, Merci et le bon marché? Ouais, alors au début on a été les chercher nous-mêmes. Et puis ensuite on a essayé d'aller avec des distributeurs. Enfin des gars qui travaillent avec des retailers et puis finalement on a arrêté le projet parce que Mercury commençait. Ok, compris. Combien vous les vendiez?
Alors, au début, je crois qu'il y a un moment, on vendait quasi 40 balles la gourde. Maintenant, on a baissé, tu vois, on a un peu vidé notre stock. Elles sont toutes en sold out, hein, donc j'imagine qu'il reste plus Ouais, il reste grand-chose. plus rien en réalité. Mais du coup, j'ai pas les prix, donc je serais curieux de savoir à combien vous avez fini. Je sais pas, une 30aine d'euros. Ok, ouais, quand même. Cool. Quel est ton constat sur Drink Big qui t'amène à Merchery? Donc, tu as réussi à distribuer. T'arrives au final, t'as appris des choses sur le sourcing, le choix des fournisseurs, pardon. T'as commencé le e-com. Tu as prouvé que même dans un marché saturé, il y a quand même de la demande pour du produit personnalisé. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais, tu viens de tout dire. Non, il y a plusieurs constats. La première, c'est que c'était vraiment inattendu, mais les entreprises nous ont contactés. Pourquoi? Parce que on vendait un produit qui était design, beau. Bon, c'est subjectif, mais voilà, on pense qu'il était quali. Et puis ensuite, on faisait attention au sourcing du produit, qu'on racontait une histoire de durabilité derrière le produit. Donc c'est ça qui intéressait les entreprises. Donc c'est ces deux éléments qui ont été fondateurs dans la création de Merchery. C'était vraiment d'utiliser la beauté comme au service de la durabilité. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Merchery, une sélection qui est finalement un peu en ligne avec la marque qu'on avait créée initialement. Ok. Vous aviez du stock? Ouais. Sur Drink Big? C'est chiant. Et ça, c'est une dernière leçon. Et, voilà, quand tu crées un produit, surtout dans un marché qui est concurrentiel, les marges, elles sont réduites. Puis si tu travailles des distributeurs, tes marges, elles sont encore plus réduites. Et tu dois financer le stock. Et ça, c'est chiant. Et ça, on voulait plus faire. Donc de tout ce constat, disons, naît l'équation Merchery. On est début 2020. Ouais. C'est quoi Merchery, avec tes mots? Merchery, c'est un one-stop shop pour du merch beau, de qualité et durable. Et quand je dis merch, je couvre plein de use cases, que ce soit les cadeaux d'entreprise, en interne pour la team, mais aussi en externe, un peu promotionnel. Mais on fait d'autres choses. On a fait du merch pour une série Netflix, on a fait du merch pour Dior, on fait du merch pour des institutions culturelles. Et donc, voilà, on brand des objets en gros. Merch et merchandising, hein. Je crois qu'on n'a pas encore dit le mot depuis le début, mais merch, on a dû le dire 50 fois. Donc, ouais. Merchandising, c'est de l'objet promotionnel ou en tout cas qui porte un publicitaire qui porte un logo. Ouais. Je vois Spotify, Caudalie, WeTransfer, Dior, Accenture, Deliveroo, Deloitte dans vos clients. C'est beau en l'espace de 2 ans et demi. Ouais, ça a été assez vite. Je pense que notre offre a pas mal résonné chez beaucoup de clients différents. Quand tu regardes la typologie, on a vraiment des grosses boîtes. Toutes les boîtes de consultants, je crois qu'on les a tous chopées. On a des boîtes classiques, je sais pas, qui font 500 employés dont tu n'as jamais entendu parler. Mais puis on a des grosses boîtes tech. On a eu Google, WeTransfer, Spotify, tu les as cités. Puis plein de petites boîtes un peu plus petites. Des marques, genre Caudalie, Organic Basics, etc. Le bonheur que tu as sur Drink Big, c'est que tu as un monoproduit, quelques déclinaisons. Là, vous partez dès le départ sur une gamme beaucoup plus large. Je crois que vous avez 200 produits à date, hein, c'est ça? Aujourd'hui, on a 200 produits. On a commencé, on avait 35-40 produits au début. Donc, c'est en effet pas nous qui développons les produits. On a 2 types de produits. On a des produits blancs, white label, et puis ensuite, on a des marques. Et donc, nous, on source les produits. On va voir le producteur, on va voir la marque indépendamment. Donc, on fait un effort de sourcing pour chaque produit. On explique le projet Merchery et puis on collabore avec ces marques ou ces producteurs. Le jour 1, vous faites quoi? Moi, déjà, c'était le Covid. Ouais. Donc, là, pour lancer en mai, ouais, effectivement. On était à 2 avec Ben. On n'avait rien à perdre parce que finalement, on a juste mis un peu le cash qu'on avait accumulé avec Drink Big. Et puis on met le site online. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté pas mal de journalistes, principalement au UK, en Belgique, etc. Et voilà, on a eu pas mal de presse. On était à 2, on s'est fait éclater. On a eu pas mal de demandes, mais on n'était pas organisé du tout. Et assez rapidement, le premier mois, on a été rentable. On a fait la première semaine, on a signé 2 deals. Et puis en fait, ça arrivait très rapidement. Et puis 2 deals qui sont venus en inbound? Ouais. Alors bon, on peut en parler, mais on a fait que de l'inbound jusqu'à aujourd'hui.
On n'a jamais fait d'outbound. Il n'y a pas d'équipe de sales? On prend un peu d'avance, mais... On a une équipe d'inbound sales. Ok. Mais on n'a pas de sales. Sales rep ou ouais. SDR. Ok. Non. Bon, on y viendra tout à l'heure. C'est hyper intéressant. Ouais. Tu dis que le jour 1, vous lancez le site avec et puis vous faites un peu de PR. Mais avant ça, il faut réunir une trentaine de produits. C'est ce que tu disais. Ouais. Comment vous êtes allé les chercher? Où est-ce que vous êtes allé les chercher? Le sourcing est hyper important si tu veux faire du sustainable, du durable. Bah écoute, Google, quoi. Google, on avait un peu une expérience, donc on avait eu une expérience avec nos bouteilles qu'on avait sourcées en Chine, donc on avait eu pas mal de contacts avec le monde du sourcing, les critères qu'on devait respecter, on connaissait pas mal les labels à suivre, etc. Et puis on avait personnellement des affinités avec des marques, tu vois, et c'est un peu notre vision, tu vois, on a envie de proposer des produits que tu aurais envie d'acheter toi-même, tu vois. Donc on a juste réfléchi, ok, qu'est-ce qu'on kifferait recevoir, tu vois. Donc on a été chercher des marques un peu inattendues, genre Reigns, etc. Secret, tout ça, et donc voilà, on a commencé, on les a contactés. Il y en a qui sont habitués, il y en a qui sont moins. Toutes les marques font du personnalisé? Non. Alors je vois aujourd'hui Montblanc, Opinel, Reigns toujours, Victorinox, Doper, Moleskine, sympa. Ouais. Bah alors Moleskine, je sais, fait du personnalisé, mais toutes les marques donc n'en font pas forcément. Non. Et donc nous, notre grosse différence aujourd'hui, c'est le sourcing des produits. C'est notre identité d'aller chercher des produits qui surprennent les gens, des produits que les gens ont envie de recevoir. Et donc forcément, on va essayer de pousser les limites. Et donc on contacte des marques qui sont des marques en général B2C. Et il y en a qui font du merch déjà, et d'autres qui en font pas. Dans celles qui font déjà du merch, c'est toujours plus facile. Elles sont conscientes, elles sont habituées à personnaliser leurs produits, etc. Et dans celles qui le font pas, il faut les convaincre. Et nous, qu'est-ce qu'on apporte? On apporte une plateforme finalement, un partenaire de vente B2B qui va respecter les valeurs, mais aussi pas seulement les valeurs, mais aussi l'aspect esthétique de la marque. Tu vois, on respecte pas mal le produit, on le met en avant de manière soignée, et on va pas à côté vendre des vieux bics et des vieilles clés USB, tu vois. Donc voilà. Tu arrives, il y a des marques qui t'ont dit non, j'imagine. Plein. Je crois que pour un produit qu'on arrive à onboarder, on en a contacté 10, quoi. Et c'est une équation assez compliquée, puisque forcément il faut associer une marque à d'autres marques. Donc je vais donner un exemple. Aujourd'hui, on est en discussion avec Patagonia. Patagonia, ils ont arrêté leur service B2B il y a quelques années. Pourquoi? Parce qu'on a tous connu la Silicon Valley, les vestes personnalisées, et c'est devenu un peu un shit show. Et ils ont décidé tout arrêter. Et maintenant, ils reprennent progressivement. Ils ont internalisé, et puis ils cherchent des partenaires clés. Et qu'est-ce qu'ils cherchent dans ces partenaires? Ils cherchent, ce que je t'ai dit, des valeurs. Donc un fonctionnement en tant que business qui est aligné avec le leur. Donc B Corp, on est 1% for the planet, on vend des produits de qualité, et aussi une plateforme belle qui met en avant leurs produits et qui les défonce pas, quoi. Donc c'est comme ça qu'on va convaincre des marques, en fait. Et c'est une vision pour nous, c'est d'aller chercher des exclusivités, d'aller dire aux marques, écoutez, voilà, on sait que le marché il est un peu moche, mais ça peut être un volume de vente pour vous. Venez, on collabore et on travaille ensemble là-dessus. Ça peut être un volume de vente, mais Patagonia, ils ont pas besoin de toi. Mais Patagonia, en fait, toutes ces marques... Je prends cet exemple. Mais ouais, non, mais c'est vrai. Victorinox, alors Victorinox, pardon, on en parle comme si tout le monde connaissait, mais c'est le couteau suisse, hein, en gros. Ils ont pas forcément besoin de toi, donc qu'est-ce qui gagne? What's in it for them? En fait, eux, c'est des marques B2C. Donc leur core business, c'est vraiment de vendre à des consommateurs. Évidemment, il y a des marques qui sont hyper habituées à faire du B2B, donc en effet, on est moins essentiel pour ces marques. Par contre, il y a des marques qui ont plus peur du B2B, du merch, qui sont moins habituées, qui connaissent le potentiel. Et c'est là qu'on vient, en fait, comme partenaire de vente, s'ajouter et être partenaire avec elles, quoi. Ok. Donc le jour 1, vous avez une trentaine de produits. Ce ne sont que des marques ou il y a aussi des produits blancs, comme tu les appelles? On a toujours eu un équilibre. Au moins, je crois, 60% de marques, 40% de produits blancs. Et ces produits blancs, du coup, il faut aller les chercher. Et cette fois, vous fournissez où? Ça dépend, en fait. Okay. Donc, tu vois, typiquement, on a un tapis de yoga, il est fait au Portugal. Donc, c'est une usine, elle produit pour des marques
et elle peut faire des produits blancs avec une quantité minimale de genre 50 unités. Donc là, voilà, on va les sourcer au Portugal. On a pas mal de drinkware qui est sourcé en Asie, en effet. Et ça dépend vraiment du drinkware, des trucs pour boire. Ouais, voilà. Donc toujours un mix. Mais tu as quand même cette volonté d'être sur du durable, du sustainable. Ouais. Donc tu testes les produits, tu demandes des valeurs, des engagements. Comment est-ce que tu... Ouais. Alors évidemment, il y a un range. C'est sûr que si je prends par exemple... Beaucoup d'anglicisme dans cet épisode, je suis désolé. Ouais, mais désolé. À la rigueur... ouais. Je l'ai déjà dit, j'assume. Désolé. Ouais, si tu prends par exemple une catégorie, c'est marrant, il y a des catégories dans le merch qui sont assez hyper conséquentes. Tu vois, il y a des gars, ils font que vendre des tote bags, des gars, ils font que vendre des bigs, tu vois. Si tu prends la catégorie big, on essaye d'offrir un produit hyper quali comme le Mont Blanc, 200 balles, forcément irréprochable dans sa production, fait en Allemagne, etc. Mais nous, on essaye d'offrir tout le range de prix pour nos clients. Donc, on va aller aussi offrir un Carandache qui est fait en Suisse, qui est un peu moins quali, mais qui est top, qui va te coûter 30 €. Et puis ensuite, on va offrir un Bic qui est fait en plastique recyclé, qui est fait en Allemagne, mais celui-là, il coûte 2 €. Donc, entre ce Bic qui est fait en Allemagne en plastique recyclé et le Mont Blanc, c'est clair qu'il y a une différence dans la qualité. Le Mont Blanc, tu vas le garder toute la vie. Pour être honnête, celui en plastique recyclé, tu vas peut-être pas le garder toute ta vie. Mais donc, du coup, ce qu'on essaye à chaque fois, c'est de voir quels sont les éléments qui intéressent finalement nous et le client et qui sont durables. Donc, est-ce que le produit peut être sourcé localement? Est-ce que le produit peut être fait avec des matériaux durables? Est-ce que le produit implique un comportement durable? Donc, tu vois, parfois une gourde qui est sourcée en Chine, voilà, c'est sûr qu'elle est sourcée en Chine, c'est sûr qu'elle est faite en métal. Par contre, elle va impliquer une diminution de l'utilisation de plastique à usage unique. Donc voilà, il y a toujours un jeu qu'on fait. On n'a pas des critères qui sont gravés dans la roche, mais on essaie toujours d'avoir au moins un aspect qui est durable. Et en tout cas, on a appris énormément dans le sourcing. Donc, par exemple, la Chine, ouais, voilà, ça reste quand même 10-15% de notre sourcing. On sait ce qu'il faut garder. On sait les labels qu'on doit aller vérifier. On a même des gens sur place qui vont faire des checks qualité. Donc, on a commencé à vraiment s'améliorer à ce sujet. Ok, 20%. T'as dit quoi, 10-20%? 10-15. 10-15, ouais, donc une vingtaine de produits sur le 200, ça va, quoi. Enfin, ça va, pardon, il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais... Ouais, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Tu sais, on a... Et à condition que ce soit produit intelligemment. Ouais, et le catalogue évolue. On avait un pourcentage plus élevé au début. Et plus on source des produits de qualité, des belles marques, plus on en vire d'autres. Donc voilà. Donc une trentaine de produits au lancement, un site, et du coup, je reviens sur le lancement. Et le site, du coup, vous n'êtes plus sur Shopify? Non. Au lancement, pourquoi? Ben, la spécificité de notre business, c'est qu'on customise des produits. Donc forcément, il y a énormément de variables dans le prix. Donc un même t-shirt va avoir un prix différent en fonction de la quantité que tu me prends, l'endroit où tu veux personnaliser ton t-shirt, la technique de customisation, le nombre de couleurs. Donc finalement, il y a énormément de variables. Donc on n'est pas vraiment dans un self-service, puisque en plus de ça, il faut créer le design. Et pour nous, le design, c'est le plus important. Donc on va créer le design nous-mêmes. Et on va pas faire un drag and drop comme sur certaines plateformes, genre Vistaprint, etc. Donc finalement, un modèle e-commerce, self-service, classique à la Shopify, c'était pas possible. Bah, si tu fais la customisation toi-même, tu peux imaginer un process où tu reçois toi la commande plus un logo, que tu fais une propale et ensuite la suite se fait par mail, j'en sais rien. Mais... Ouais, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Et alors, on est en train de refaire tout le site qui va changer fondamentalement dans les prochaines semaines. Mais en gros, le client, il va sur notre site, il voit un produit, et puis ensuite, il passe à travers un form qui lui pose des questions du style quelle quantité, upload ton logo, quelle couleur, blablabla. Et puis, on a toutes les informations pour lui revenir avec un prix. Et puis là, il y a une discussion qui est entamée avec une personne, un sales, qui procède au design, à la négociation, et puis à la commande, et puis à la prod, et puis à la logistique. Et donc, vous passez sur Craft CMS au lancement. Ouais. Front et back. Ouais. Pourquoi Craft CMS? Je crois que tu es le premier invité. Aucune idée. Je vais être honnête avec toi. Tu passes par une agence? Ouais, c'est un ancien collègue. Ok, de chez eFounders? Non, de chez Base Design, okay. qui a travaillé sur le site.
et qui nous a side dit... project, on taira son nom ou il risque de Ouais, se side faire project. taper sur les doigts. Ouais. En réalité, même la designeuse qui a fait notre marque était chez Base. Était Donc, chez Base. Tu sens un peu la patte. Et donc voilà. Donc vous partez sur Craft et tu sais pas pourquoi, c'était sa recommandation en tout cas. Voilà. Front et back. Front et back. Ouais. Ok. Alors on reviendra sur la migration que vous êtes en train d'opérer, mais on a un site, on a une trentaine de produits avec un mix produits blancs, produits de marque. Vous appelez des journalistes et ça part. J'ai même tweeté des journalistes. Et en gros, le point de départ pour nous, c'était... on a eu 2 articles dans un magazine au UK qui s'appelle Courrier Magazine, qui est un magazine lifestyle / business, entrepreneuriat, mais un mix entre lifestyle et entrepreneuriat. Et ils ont fait un super article, vraiment top. Et c'est ça qui nous a lancé. Puis on a eu la presse locale. Comment t'as eu cet article ? Tu l'as contacté toi-même ou c'est une agence PR ? Non, on a tout fait nous-mêmes. Ok. Et ça a vraiment démarré. On a eu pas mal de visibilité. Il y a un site qui s'appelle Think Testing aussi qui nous a aussi fait un post. Et voilà, on a eu beaucoup de bouche à oreille en fait depuis le début qu'on existe. Et ça entraîne des commandes pro. Ouais. Ok. Tu te souviens de ta première commande ? Non. Écoute, je sais pas. Si, c'était Casidomi. Que je pense que tu as reçu. Ouais. Que j'ai reçu. Emna, ouais, c'était eux. Mais en vérité, c'est des potes. Donc, je sais pas si ça compte. Mais vous avez activé du coup ce premier cercle ou pas ? Ouais. Ouais, clairement. Je pense que dans notre entourage, on avait pas mal de gens qui nous connaissaient. Et voilà, comme je disais, toutes les entreprises au final font du merch à un moment ou à un autre. Cadeaux de fin d'année, etc., etc. Donc, on a eu pas mal notre entourage au début. Ben travaillait chez Deloitte, puis chez Deliveroo. Et voilà, de fil en aiguille, on a été chercher nos premiers clients, le couteau entre les dents, quoi. Ok, excellent. Un site, une trentaine de produits, l'expérience de Drink Big, du PR et des commandes qui tombent. Et du coup, un dernier point pour ce lancement, et puis après on avance à Merchery aujourd'hui. Dans Drink Big, vous aviez du stock. Ouais. Et là, pas de stock. Comment vous marchez ? Typiquement, quand on onboard un produit sur notre site web, genre, je prends une marque française, Opinel, on les contacte, on leur explique ce qu'on fait, et en gros, on se met d'accord sur une marge qu'on va prendre. Une fois qu'on a un client qui est intéressé et qu'on a une commande, on l'envoie chez Opinel, ils exécutent la commande et ils l'envoient directement au client. Donc, on est payé à l'avance, donc on a un BFR qui est nul, voire négatif, et on touche pas le stock. Donc ça, c'est assez agréable, en tout cas quand tu commences. Évidemment, ça a des conséquences dans l'expérience client, mais... Parce que tu ne maîtrises pas, tu as potentiellement 60 producteurs, enfin je sais pas combien vous avez de marques, une vingtaine, c'est ça, une trentaine ? On a plus de marques, Pardon, ouais, okay. Mais donc tu ne maîtrises pas ce dernier... Ouais, c'est ça. Sa dernière étape, quoi. Le packaging, la logistique, c'est nous qui gérons, tu vois, donc c'est nous qui faisons les envois, etc. Mais c'est vrai que on gère pas... Attends, c'est vous qui faites les envois ? Ouais, donc au début, c'était, je reprends l'exemple d'Opinel qui envoyait à l'adresse. Maintenant, c'est nous qui faisons le pick-up et puis envoyons directement au client. Oui, d'accord, donc ça passe quand même entre tes mains, ce qui te permet de faire un check éventuellement de qualité ou en tout cas d'embellir encore cette expérience. En fait, ça passe pas entre nos mains. En fait, il y a deux cas. Vas-y. Le premier, l'objet est personnalisé directement à la production. Donc Opinel, c'est un bon exemple, ils le font eux-mêmes. Ensuite, tu as un autre cas où, comme le textile, il doit y avoir une personnalisation. Et là, on a un partenaire à Bruxelles qui personnalise le textile. Et donc là, le produit est d'abord envoyé chez notre partenaire, il est customisé là, et là, on l'envoie nous-mêmes. D'accord, compris. C'est sain financièrement et sain aussi potentiellement en termes de transport, puisque ça ne fait qu'un trajet, quoi. Ouais. Et puis d'un point de vue opérationnel, c'est moins de prise de tête. Oui et non. Vas-y. Pourquoi non ? Mais on fait pas mal d'envois à travers l'Europe, ça va. Mais on a un marché, par exemple la Suisse ou les États-Unis, où là c'est un peu galère en termes de taxes. Et maintenant les UK. Donc c'est pas si facile que ça. Donc ça c'est un aspect qui est négatif. L'autre aspect, tu l'as mentionné, c'est le fait qu'on contrôle pas à chaque fois le packaging, etc. Donc ça c'est un point négatif. Par contre le gros point positif, il est business.
dans le sens où on a un business qui est assez sain, on a des marges qui sont bonnes, on n'a pas de financement de stock. Donc en fait, on a lancé avec l'argent de Dream Big qu'on avait accumulé, puis ensuite... l'argent des commandes. Et puis l'argent des commandes, ouais. Donc on a un client qui nous paye et puis on le produit, ça prend en général entre 10 et jusqu'à 60 jours. Et pendant ce temps-là, on a du cash sur notre compte, quoi. C'est un des grands principes de YC, entre autres, et j'ai le cheat sheet derrière moi. Je sais pas s'il est dans la liste, mais en gros, finance ta croissance par ton client. Enfin, c'est ton client qui finance ta croissance. Si tu fais un bon produit que les gens veulent, c'est ça qui doit financer ta croissance. C'est sûr, on en parlera plus tard, mais nous, on base énormément notre croissance sur l'upsell. Et donc, voilà, ça rejoint un peu ce que tu dis. Cool. Alors, pour clore un peu cette partie lancement, est-ce qu'il y a un enseignement est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment sur cette première année entre mai et décembre 2020? Honnêtement, je pense pas. On a fait plein d'erreurs, mais on a découvert plein de choses. Ce qu'on a toujours fait comme erreur, et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui, et honnêtement, c'est dingue, mais c'est toujours le cas, c'est qu'on a toujours été sous-staffé. Au moment où on a lancé, c'était Ben et moi, et c'était déjà le bordel. Et puis ensuite, on a très vite recruté notre deuxième employé, et puis aujourd'hui, une équipe de 16, et malgré tout, on a tellement d'inbound qu'on est un peu débordé. Donc ça, on aurait dû recruter plus vite, plus tôt, plus fort, mais ça, on se le dit tous les jours. Par contre, oui, non, il y a plein de choses qu'on aurait pu mieux faire, mais aucun regret, honnêtement. Je saurais même pas te citer un truc dont je suis peu fier. Bah écoute, tant mieux, c'est plutôt bien pour vous. Accélération rapide, avance rapide, pardon, on est en 2022, en mi-mars. C'est quoi votre année fiscale? Janvier-décembre? Ouais, c'est ça. Il est tôt pour dire que t'es plus proche de 4 que de 3, non? Ouais, il est tôt, surtout qu'on est dans un business saisonnier. Ouais. Voilà, on se base sur les maîtrises de l'année dernière, et surtout là, ouais, on est sur une vague qui est assez puissante. On éclate un peu tous les objectifs qu'on s'était mis, et donc voilà. Et tu m'expliqueras dans quelques minutes à quoi tu attribues cette croissance plus rapide que prévu. 2022, vous êtes passé, alors je l'ai dit, première année, vous faites 600K, la deuxième année, vous faites 1,7 million x 3. Cette année, vous ferez entre 3 et 4, ce qui fait un x2, x2,5. Quels sont tes enjeux? J'imagine que tu as un enjeu de scaling d'équipe, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, mais je pense que c'est un peu le cas pour toutes les boîtes qui grandissent, pour tous les entrepreneurs qui sont dans une aventure qui va vite, c'est de construire une équipe de qualité qui arrive à suivre. Donc ça, c'est notre premier enjeu. Puis évidemment, nous, on a un gros projet, on en parlera plus tard, mais c'est les États-Unis. C'est qu'on veut ouvrir un bureau à New York d'ici le mois d'août. Donc ça, c'est un gros challenge. Et puis très récemment, on a développé une application. Pas qu'on veut devenir une boîte 100% tech, mais un tout petit peu quand même, qui s'appelle Mercury Logistics. Et donc ça, c'est un point important pour nous. Et donc ça, c'est plus ou moins les challenges qui nous attendent pour cette année, en tout cas pour les 18 prochains mois, quoi. D'accord. Sur le scaling d'équipe, tu es sur quel type de profil? Tous juniors. On a moyenne d'âge 25-26 ans. Vous êtes 16, c'est ça? On est 16, ouais. Bon, je triche un peu, on est 4 stagiaires, donc on est 12 plus 4, mais ouais, on a tous des profils qui sont assez similaires. On a 3 équipes en gros. On a l'équipe produit, 5 personnes qui sourcent les produits, qui négocient les marges, qui mettent à jour la database, les modèles de pricing, etc. Puis on a une équipe qu'on appelle opérationnelle, mais en fait c'est l'équipe inbound sales, c'est toutes les personnes qui se chargent de traiter les demandes entrantes. Et puis on a une équipe communication contenu qui est composée d'une seule personne qui fait de la com, du contenu, et puis voilà. Et puis on a quand même une myriade de freelance qui nous aident sur la presse, qui nous aident sur le design, la création de contenu, la vidéo, etc. Ok, l'international est venu rapidement? Tout de suite. Donc, nous. Oui, tu m'as dit que tu as eu d'ailleurs ton premier article qui a compté dans une publication anglaise. Déjà, on est belge. Donc, la Belgique, c'est. Voilà, je ne dois pas expliquer ce que c'est la Belgique, mais en tout cas, culturellement. Moi, je viens
je vis à Bruxelles, mais je viens initialement de Wallonie, donc de Namur, francophone. Ma copine, elle est néerlandophone. Mon père, il a grandi dans la partie germanophone. Donc, c'est un gros mix. Et donc, en fait, la Belgique est assez conditionnée quand tu es un entrepreneur à exporter dès le début. Donc, dès le début, on a exporté. La Belgique, aujourd'hui, c'est moins de 20% de notre chiffre d'affaires. Nos plus gros marchés, c'est l'Allemagne, les UK, les pays nordiques, la Suisse, et puis des pays genre la France, et puis les États-Unis, quoi. Ce serait presque une recommandation? D'exporter dès le début ou? Alors, de s'installer en Bruxelles, en Belgique, pardon. Je sais pas. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. J'avais jamais envisagé comme ça, mais la Belgique est conditionnée par défaut de manière, pour exporter. C'est vrai que j'avais jamais envisagé comme ça, mais il y a cette culture internationale dès le départ, quoi. T'es un mix, hein, comme quand. Ok. Ouais, et puis t'es obligé de le faire. Vous avez un marché interne qui est assez grand. Nous, si on le fait pas, mon business il grandit pas, il est tout petit, quoi. Donc t'es obligé de le faire. Il y a un aspect hyper positif à ça. Il y a évidemment des aspects négatifs qui en découlent. On est un tout petit pays. La tech en Belgique ou l'entrepreneuriat en Belgique, c'est pas la folie non plus. Même s'il y a la Flandre qui est en fait deux tiers de la Belgique, qui est une des régions les plus dynamiques de Belgique. Mais par rapport à la France, ce que je vois ici à Paris et l'émulsion qu'il y a autour de la tech et de l'entrepreneuriat, il n'a pas vraiment lieu en Belgique. Donc voilà, c'est moins stimulant. Par contre, c'est genre nous, on est à Bruxelles, c'est un pays qui est hyper accessible, bon marché, on a des talents. Donc tu vois, il y a plein de raisons qui font que la Belgique, c'est top. J'ai reçu pas mal d'entrepreneurs belges, dont Casidomi, on en parlait tout à l'heure, mais aussi récemment Tanguy Goretti, qui est cofondateur et CTO de Cowboy. Grand fan de Cowboy, c'est un exemple pour tous les Belges. Super épisode que je vous recommande d'ailleurs. Évidemment, il était passionnant. Mais oui, l'international est venu très rapidement. Et donc, restons sur le sujet. Aujourd'hui, 2022, ça fait du coup 2 ans, un peu moins de 2 ans, vous allez fêter vos 2 ans bientôt, que vous existez. C'est quoi les grandes répartitions géographiques du business ? Alors, notre plus grand marché, c'est l'Allemagne. Ne me demande pas pourquoi. Pourquoi ? On parlera de l'acquisition plus tard, mais on a toujours subi notre acquisition plutôt qu'être proactif. Le mec est dérangeant. Problème de riche, quoi. Honnêtement, donc du coup, un peu par hasard, l'Allemagne, on a de nouveau de la presse en Allemagne. Je pense que l'Allemagne est un marché qui fait attention au design et à la qualité. Et c'est pas seulement une légende. Je pense qu'ils sont prêts à payer davantage pour peut-être moins de quantité, mais plus de qualité. Et c'est un peu notre motto, tu vois. Donc on a bien percé en Allemagne, c'est notre plus gros marché. Puis vient la Belgique, et puis directement les UK. Et puis on a une myriade de pays, avec en premier lieu les Nordiques, donc la Suède et le Danemark. Et puis on a genre la Suisse, les États-Unis, la France. On fait très peu en France, pour être honnête. Mais voilà. Et donc les États-Unis là-dedans. Les États-Unis dès le début, en fait. Quelle part du chiffre aujourd'hui ? On fait un peu moins de 10% aux États-Unis. Un peu moins de 10%. Et ça justifie d'aller ouvrir un bureau à New York ? Ou pas c'est seulement. Un kiff ? Enfin, il y a plein de raisons, quoi. Non, c'est un choix rationnel et non rationnel. Rationnel parce que dès le début, sans faire quelque effort que ce soit, on a toujours attiré des clients américains. Et pourtant, c'est un marché qu'on n'arrive pas à servir puisque on doit envoyer les produits là-bas. Déjà, c'est pas le top, tu vois, niveau, il faut envoyer des cargos et ça, c'est polluant. Et donc, on freine vraiment à fond les États-Unis. Et pourtant, on arrive quand même à faire des ventes là-bas. Puis, on subit notre acquisition, on freine les ventes aux États-Unis. On a des taxes. Donc, finalement, voilà, sans rien faire aux États-Unis, on fait quand même 10%. Okay. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un marché qui est énorme pour le corporate gifting, entre guillemets. Chez eux, c'est eux qui l'ont inventé. C'est dans leur culture. Leur marché est plus gros que le marché européen. Enfin, c'est intégré, c'est énorme. Donc ça, c'est le côté rationnel. Et il y a un dernier point, c'est que notre modèle, finalement, il peut être répliqué assez facilement. En tout cas, la façon dont on a construit notre catalogue, si tu veux, je prends Opinel. Mais Opinel, ils ont un distributeur aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend notre téléphone, on dit bonjour, voilà, on vend en Europe. Est-ce qu'on peut vendre avec vous aux États-Unis ? Donc voilà, c'est pas overkill de créer une offre américaine. Et puis ensuite, un kiff.
Tu vois, je vais pas te le cacher, on a toujours voulu avoir une boîte multinationale et donc les États-Unis, New York, tout ça, ça nous a un peu pris la tête. Donc peut-être qu'on a tort, peut-être qu'on a raison, on verra. On pourra en reparler dans un an. On fera un catch-up dans un an et tu me raconteras ton installation, enfin l'été prochain. Je reçois d'ici peu quelques belles boîtes, mais notamment je fais un catch-up avec Merci Andy, qui a une belle expérience internationale américaine, et 2 autres belles startups françaises dont on n'entend pas beaucoup parler dans l'e-commerce, mais qui cartonnent. On parle de dizaines de millions de CA ou de volume d'affaires, qui suivent, se lancent dans l'aventure américaine et qui viendront m'en parler sur le panier d'ici peu. Ça veut dire quoi ouvrir un bureau? Moi, on m'a toujours dit, si tu ouvres un bureau, faut envoyer. Déjà, il faut soit un bon mix, c'est un local plus un mec qui a l'ADN de la boîte. Qui part à New York? Alors, on fait en 2 étapes. Première étape, test de 6 mois, où on envoie notre premier employé, qui est quasi une cofondatrice, avec 2 employés qui sont arrivés aussi au début de l'aventure. Quel profil? Business. Donc, ils vont développer le... Ouais, que commercial. On garde ici le développement produit, la tech, etc. Donc, c'est vraiment uniquement commercial. Et puis, à partir de janvier 2023, moi, j'irai probablement à moyen long terme pour avoir un fondateur là-bas. Je pense qu'aujourd'hui, c'était un peu trop risqué. On est dans une année importante. Et finalement, le chiffre d'affaires se fait principalement en Europe. Donc, il faut que les 2 fondateurs restent. Mais si ça marche, j'irai. Comment est-ce que tu gères tes visas? C'est du J1, je crois, visa investisseur? E1? J1, je crois, ou L1. Ouais. Je me souviens plus. Écoute, avocat, d'accord, vous dizaines de milliers de dollars. Ouais, ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher, c'est pas facile. En fait, c'est un projet qu'on a voulu faire depuis le début. Et à la base, on voulait s'associer avec un ou une américaine. Donc moi, j'avais un ancien collègue de chez Aircall qui était américain / hollandais. Donc c'était super, on avait un mix, on avait un fit culturel de dingue. Finalement, il a décidé de prendre une autre direction. Donc on s'est un peu retourné, on a trouvé plusieurs personnes, mais on le sentait pas vraiment. Donc on a pris la voie qui est pas forcément la plus facile d'y aller nous-mêmes. Et donc on verra. C'est courageux. Tu dois faire un invest, t'as créé une société là-bas? Ouais, on a créé une société. Dans laquelle tu dois transférer des fonds, si je dis pas de bêtises, hein, pour justifier le... De mettre 100 000 balles. Ouais. Pour avoir ton visa, quoi. Pour avoir ton visa. Tes visas. Pour que la société puisse émettre des visas, ou en tout cas qu'on attache des visas à la société. Exactement. Je crois que c'est ça le... Ouais. Exactement. Bon, après, créer une société, c'est... non, ça se fait en ligne, hyper comme facile. en France. Stripe, Atlas. Il y a une banque qui s'appelle Mercury, qui est hyper top. Et donc voilà. Cool. Première équipe cet été, en août 2022, et toi tu suivrais début 2023, après la période de test et de POC de l'international. Le temps file, c'est passionnant. J'aimerais comprendre comment est-ce qu'on passe de 600 000 à 3 à 4 en l'espace de 2 ans, et quelles ont été les principales étapes, disons, de cette croissance. Tu me dis ensuite que vous vivez en ce moment une accélération forte au-delà de vos objectifs. J'aimerais comprendre pourquoi et comment. Et enfin, j'aimerais comprendre ton approche de la vente. Tu n'as que des sales qui gèrent de l'inbound, mais tu me raconteras. Donc, petit 1, c'est les grandes étapes et surtout les leviers que vous avez utilisés pour croître. Ouais. Je pense qu'au départ, on a mis tous nos œufs dans un seul panier. C'était la presse. On a vraiment poussé, nous, personnellement, sans agence, rien, à contacter les journalistes. Est-ce que tu as une reco? Comment est-ce qu'on fait, c'est quoi un bon contact avec un journaliste? En fait, c'est un contact authentique. Tu vois, à un moment, on a bossé avec une agence de presse. Hein. On s'est dit, OK, après cette première vague, on s'est dit, OK, on va continuer, ça marche bien. Mais c'est trop formel. Les journalistes, ils sont intéressés par les exclusivités, par un contact perso, par une histoire qui est authentique et qui est vraie. Et c'est ça que j'ai toujours essayé de faire. Donc, c'est envoyer des petits messages LinkedIn, Twitter, et voilà, raconter notre histoire, tout simplement, quoi. Et puis tenir au courant. J'ai toujours constamment tenu au courant les journalistes. Ah, salut, t'as vu, on est devenu Bicorp. Ah, on va aux US, blablabla. Et ils aiment bien être tenus au courant de manière personnelle. Et on a, depuis le début de Mercury, on a créé des relations perso avec certains journalistes. Et c'est ça qui nous a réussi au début. Clairement, comme je disais, l'article dans Courrier qui s'est fait racheter par MailChimp maintenant. Donc, c'est un média MailChimp et nous a beaucoup aidé. Ça c'était la première phase. Je fais une parenthèse, ou en tout cas je
je plus sois ce que tu es en train de dire, mais pas d'email contact at. Il faut incarner sa marque. Si vous passez pas par une boîte de PR, incarner sa marque. Il faut un lien, tisser un lien fort avec ces journalistes que tu vas alimenter régulièrement en info. Il faut leur donner aussi des morceaux de contenu, pardon, je suis désolé, je bégaye, utilisables facilement, du copier-coller facile, des images, des assets qui peuvent facilement mettre dans un article pour que le travail soit minimum. Et évidemment, il faut toujours un angle. Et tu vois, par exemple, je donne une idée, mais en France, il y a eu un peu le boom des business bootstrappés. Je crois que vous êtes des années de lumière devant nous. Et puis voilà, j'ai contacté le journaliste de l'Écho, qui est un journaliste belge, et je lui ai dit, ben voilà, il y a sujet en fait des startups qui font un peu demi-tour sur les levées de fonds. Voilà tel ou tel exemple. On n'est pas les seuls, tu vois, pas seulement se mettre en avant. Qu'est-ce que t'en penses d'écrire un article là-dessus, quoi? Ouais, top idée. Pareil avec Bicorp. Tu vois, en Belgique, le nombre de Bicorp est en train d'exploser partout dans le monde. Donc, je viens avec un angle. Je parle pas seulement de mercherie, je parle d'autres trucs. Et voilà, et tu parles à quelqu'un comme si tu parlais avec un ami ou quoi, de manière authentique, quoi. Et c'est ça qui paye, à mon sens. Un angle, de la récurrence, du travail pré-mâché, et puis surtout un contact personnalisé. Et ça, c'est assez facile puisque dans tous les articles, on a le nom des auteurs. Très souvent, on a le contact. Si on l'a pas, ça se trouve assez facilement. Ouais. Mais Hunter.io. Très bien. Donc le PR, vous avez essayé une boîte de PR puis vous êtes revenu à le faire en interne. Ouais. Ça, c'était le seul échec en termes d'acquisition. C'est-à-dire que on a eu cette première vague où quand on a lancé, on a eu plein de presse, on s'est dit voilà, on a un angle, quoi, on veut changer le monde du corporate gifting, et donc on a pris une grosse agence qui s'appelle Deris, qui est une agence londonienne et new-yorkaise, qui travaille avec des grosses marques, principalement des grosses marques D2C, et ça a pas marché en fait. Pour les raisons que je viens d'expliquer. Ils sont arrivés avec des PDF, des trucs dans le genre, et en fait, je pense que ça a pas mordu, quoi. J'ai refait le même exercice en envoyant un email limite mal structuré, tu vois, complètement non conventionnel, et là, ça marchait, quoi. Donc, franchement, je travaillerai plus jamais avec des agences PR, sauf pour des événements qui en valent la peine et pour lesquels t'es sous-staffé, donc tu lèves des fonds ou tu te fais racheter ou voilà, un énorme événement qui en vaut vraiment la peine et qui est très isolé. Mais sinon, raconter ton histoire perso et l'histoire de ton business, ça je le ferai plus jamais. Alors il y a des agences qui le font bien, on peut pas jeter c'est sûr. C'est quoi l'expression, bébé avec l'eau du bain? Il y a des agences qui le font très bien et moi j'en reçois plein pour le panier tous les jours. Alors le communiqué de presse, voilà, c'est le terme que je cherchais, le communiqué de presse dans un mail formaté, centré, où tu vois qu'il est envoyé à 3000 personnes, ça, direct à la trappe. En revanche, le contact personnalisé, c'est là où, et souvent ça vient d'agence, enfin parfois ça vient d'agence PR, là ça marche. Ouais. En tout cas, ça éveille un intérêt. Cool, voilà pour les PR. Ensuite, bouche à oreille. Ouais. Alors comment tu l'alimentes, comment tu le motives? Bah, le premier point, c'est nos produits, quoi. Donc, quand on fait une production d'un super produit, que les gens ils l'ont, ils vont en parler autour d'eux. Donc, c'est vraiment le service client et l'essence de ce qu'on fait, c'est de faire des beaux produits pour des belles marques. Et donc, ça, c'est la première chose. On essaie de communiquer comme une marque B2C, alors que finalement, on est dans un marché qui est complètement B2B. Donc, par exemple, tu vois, ça a été, à notre plus grand étonnement, un succès sur Instagram. Tu vois, je crois qu'on a 11 000 ou 12 000 followers sur Instagram, truc complètement inattendu. Puisque pour finalement, une boîte B2B, c'est surprenant, quoi. Rien à voir, on était complètement étonnés, mais en fait, finalement, et je pense que c'est le problème de notre industrie, l'utilisateur n'est pas l'acheteur. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de convaincre, c'est l'utilisateur. Donc c'est toi, moi, les gens qui vont recevoir le merch, et on espère avoir un impact indirect sur la personne qui va acheter, donc le ou la HR, la team marketing ou même les cofondateurs, les CEO. Donc voilà, on essaie de se comporter comme une marque B2C dans nos codes. On met énormément d'accent sur la beauté, sur l'esthétique. Tu vois, nos produits sont assez instagrammables, donc voilà, on pousse pas mal là-dessus. Et ça génère une petite aura. On s'est fait connaître un peu comme ça.
Il est assez esthétique, effectivement, votre compte Instagram, merchery.co, 11 500 followers. Vous, sur les réseaux sociaux, vous avez tenté d'autres choses? Genre, imaginez LinkedIn aussi, tu vois, qui pourrait être cœur de cible, mais est-ce que tu vas aller faire de la pub pour des produits de merch sur LinkedIn? Alors, la pub, bon, d'abord LinkedIn, on a toujours été pas très bon sur LinkedIn. Pourtant, c'est là que notre audience est. Donc, c'est vraiment un travail qu'on est en train de faire là. Il faut vraiment qu'on travaille, on bosse dessus et on est en train encore de comprendre comment LinkedIn fonctionne. Mais bon, c'est sûr que LinkedIn, c'est un objectif. Et puis, les ads, on a commencé seulement en mars 2021 à faire des pubs. 1 an après le lancement, du coup. Ouais, 1 an après le lancement, un truc du genre. Et aujourd'hui, c'est sûr que les ads, c'est devenu un point important de notre acquisition. En social ou en search? Les deux. Les deux. Donc, on fait Insta, Facebook, Google, Search. Et on a commencé LinkedIn, mais LinkedIn, c'est cher. Honnêtement, c'est cher pour des très mauvais résultats. C'est peut-être nous qui sommes mauvais, mais on va voir. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est sûr que on a une bonne partie de notre acquisition, de notre new business, en tout cas, qui vient des ads. Ton persona, il est assez dur à définir, hein, effectivement, parce que tu disais l'acheteur n'est pas forcément l'utilisateur, ou l'utilisateur n'est pas forcément l'acheteur. Je parle décidément très vite ce matin. J'ai pas beaucoup dormi, chers auditeurs, auditrices. Je vous prie de m'excuser. C'est mon travers quand je dors peu. Je parle très vite. Et du coup, aller définir, aller cibler la bonne personne, ça peut devenir compliqué, sauf dans peut-être du moyen, petites et moyennes entreprises, surtout des petites entreprises où très rapidement. Quand t'as 10, 15, 50 personnes, on se connaît. J'ai vu un super produit, tiens, on aurait y pensé pour les cadeaux de Noël, ça passe. Mais pour des boîtes de 500 ou 5000, comment tu vas les attaquer? Écoute, nous, on a cette particularité, c'est qu'on dit qu'on brand des objets, donc on fait du merch brandé, mais on se positionne pas par rapport à un usage. Mais globalement, quand tu regardes l'industrie, la grosse partie du marché, c'est les entreprises. Il y a aussi d'autres organisations, hein, des organismes publics, privés, culturels, etc. Mais quand tu regardes le marché des entreprises, il y a 2 usages. C'est l'usage en interne, donc pour tes employés, pour ta team, et l'usage en externe pour promouvoir ta marque. Et pour chaque use case, il y a un persona qui est différent. Quand tu promeus en interne, c'est en général la team HR, Office Manager, People Manager, etc. Donc ça, on commence plus ou moins à bien connaître notre persona. Et puis quand tu es dans la promotion, tu vois, vis-à-vis de tes clients et vis-à-vis de tes clients potentiels, là, c'est plutôt la team marketing ou la team sales. Donc ça ratisse très large. Okay. On est d'accord. Mais notre stratégie, elle a toujours été la même, c'est de convaincre l'utilisateur final et d'espérer avoir un déboulement sur les personas qu'on cible. Maintenant, voilà, on n'a encore jamais fait d'outbound, on n'a encore jamais contacté nous-mêmes l'entreprise. Et donc finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on se positionne sur des mots-clés, on se positionne sur une communication, etc. Mais on ne cible pas un persona en particulier, quoi. Tu cibles pas un persona en particulier et tes grands comptes, c'est du bouche à oreille alors? Bouche à oreille ou même, tu vois, genre on a eu... Ou réseau on a eu Google, ils nous ont trouvé sur Google. Donc, ouais, c'est un mix entre bouche à oreille, réseau et acquisition ads. On a un autre point qui est hyper important chez Merchery, c'est que depuis le début, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal d'agences créatives qui nous contactaient. Et quand je dis agences créatives, c'est en général les agences de branding ou de communication pour leurs propres clients. Donc elles viennent vers nous et elles disent, bon ben voilà, on est super content de vous voir. Enfin, un site qui est à la hauteur visuellement de ce qu'on essaye de produire. Et donc on est chaud à faire du merch avec vous pour notre client. Puisqu'en général, quand tu fais un rebranding ou quand tu fais une campagne de com, tu associes ça avec du merch. Et donc on a commencé en fait à créer une relation assez particulière avec ces agences. Si bien qu'on a créé ce qu'on appelle le Merchery Club, qui est un club d'agences. Aujourd'hui, on en a 350, plus ou moins. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces agences? On les chouchoute. On leur donne accès à notre base de données d'images photoshopées avec des layers. Comme ça, elles peuvent drag and drop les logos, changer les éléments de couleur de tous les produits.
On leur donne accès à des prix préférentiels. On leur envoie des petits samples quand ils en ont envie ou pour les tenir au courant. Et donc voilà, on a finalement un réseau de 350 agences qui nous contactent ou qu'on a contacté. Qui ont été clientes un jour ou pas? Ouais, pas toutes. Pas toutes. Okay. Pas toutes encore. Mais aujourd'hui, je dirais que 25% de notre inbound, c'est des agences. Alors soit pour elles, mais ça c'est le cas minoritaire, soit pour leurs clients. Et c'est ça qu'on veut aller chercher en fait. 25% tu dis? Ouais. Super. Ce qui est assez fou, encore ce matin, je regardais l'inbound qu'on a eu hier. On a eu une super agence londonienne qui travaille avec des grosses marques, des grosses entreprises. Et en fait, c'est une porte d'entrée qui est super pour nous, quoi. Cool. Hein. Et bientôt, tu pourras tester le sponsoring de podcast puisque... Avec grand plaisir. Alors, je crois que l'un de vos concurrents a été sponsor dans le passé. Donc, ok, on va rester faire. On va rester faire. Du PR, du SEO, de l'achat média en paid search et paid social, tu l'as dit, des expériences plutôt positives, certaines négatives sur LinkedIn où tu dis c'est cher pour des résultats pas satisfaisants à date. Google, ils nous ont trouvé sur Google, hyper intéressant. Ton réseau d'agences que tu alimentes, ça aussi c'est intéressant. Ça te fait quand même une belle base de potentiellement d'ambassadeurs et de prescripteurs pour tes produits ensuite. Est-ce qu'il y a eu sur ces 2 années et demie, un moment où vous êtes pris les pieds dans le tapis en termes d'acquisition, de growth? Ouais. Bon, la première chose, c'était l'agence PR qu'on a payé un bras et qui a servi à rien. Elle n'a pas servi à rien. En réalité, on a eu quand même quelques articles au UK. Mais ça, c'était un investissement démesuré par rapport à ce qu'on a toujours investi chez Mercury pour l'acquisition. Donc ça, c'était le premier échec. Deuxième échec, c'est que on a toujours su que l'outbound pouvait marcher. Et puis un jour, on a engagé un gars pour créer une équipe sales outbound en se disant, ben voilà, on prend un gars un peu plus expérimenté, il va nous aider à créer voilà, une team avec de SDR, de sales, etc. Et ça n'a pas fonctionné, mais c'était plutôt humain. Je crois que la personne était un peu désintéressée du projet, donc on a un peu abandonné, on a été un peu choqués de cette expérience, et donc ça n'a pas été plus loin. Et puis, ce n'est que récemment qu'on s'est rendu compte qu'on était en fait assis sur un gros paquet de clients et qu'on ne faisait pas assez d'efforts pour stimuler l'upsell chez les clients qu'on avait déjà eus. Qu'on faisait trop de focus sur les nouveaux clients alors que finalement, on peut grandir avec rien qu'avec l'upsell. Et donc, c'est pour ça que cette année-ci, c'est vraiment l'objectif. C'est fidéliser, développer le rebuy et le repeat. Ouais, c'est ça. Ok. Évidemment, un client qui a déjà acheté, qui potentiellement est satisfait, ouais. Si tu as des bons produits ou qu'il a une belle expérience, c'est beaucoup plus facile à... Ça coûte moins cher, c'est plus facile. Ça coûte moins cher, c'est plus facile, il y a déjà de la confiance. C'est sûr. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé... C'est pas seulement pour ça, c'est aussi parce que nos clients le demandaient, mais on a créé Mercury Logistics, qui est une app sur laquelle on met le stock de merch que les clients produisent chez nous. Donc typiquement ils ont accès à un dashboard, ils voient leurs opinels, leurs hoodies, leurs t-shirts et ils peuvent l'envoyer quand ils veulent, où ils veulent, donc à une ou plusieurs adresses différentes. Ils peuvent même créer, et ça sera live la semaine prochaine, un petit shop sur lequel ils donnent accès à leurs employés et à leurs clients. Ils donnent des vouchers et les gens peuvent aller se servir. Et en fait ça fait qu'on a le stock chez notre partenaire logistique, chez nous en gros, et quand il n'y a plus de stock, on leur fait signe, on leur fait coucou, il faut restock. Et donc ça crée une récurrence qui est semi-systématique. C'est hyper intéressant. Mercury Logistics, on est d'accord. Mais du coup, le stock, tu m'as dit, est chez vous. Cette fois, vous le gérez? Non, il est chez un partenaire logistique. Oui, pardon. Ouais. Quand je dis chez vous, c'est un partenaire de Mercury. Donc, il n'est pas chez le fournisseur. Donc, exactement. Si j'ai acheté 200 Opinel brandés Cosa Vostra, pourquoi pas, ils sont achetés à Opinel, brandés par Opinel ou par un prestataire quand le fournisseur n'en a pas, et ils arrivent dans votre partenaire logistique. Exactement. Et c'est là que le stock est géré. Moi, dans Mercury Logistics, je gère mes stocks et du coup ma Réa Pro. Et tu me parles aussi d'un internal shop qui me permet, moi, de donner des codes d'accès, des réductions ou des vouchers à des employés, des partenaires, des clients. Voilà, c'est ça. Ok. Imagine que tu as d'autres produits que les Opinel. Tu veux donner le choix à ta team ou à tes clients de te servir
de se servir dans ton stock quand ils veulent, où ils veulent, enfin quand ils veulent et pour les produits qu'ils veulent. Et c'est ça que l'Internet Shop propose. Et en fait, si tu veux, en général, on a la typologie de clients qu'on target pour Mercury Logistics, c'est plutôt des boîtes qui sont remote ou alors des multinationales. Tu vois, genre un exemple, on a Uber, ils ont plusieurs bureaux et en fait, au lieu de commander du merch chacun séparément, ils ont fait une commande groupée, voilà, 500 ou 10, et quand un des bureaux en a besoin, ils se l'envoient, quoi, tu vois. Ou alors ils ont des employés remote, boum, ils peuvent les envoyer, on met tout dans des petites box et voilà, quoi. Ok, hyper intéressant. C'est une app développée en interne ? On a travaillé avec... C'est une web app ou une app ? Une web app. C'est une web app. On a travaillé avec 3 freelances. Ok. Design, front-end, back-end. Et voilà, on a payé un peu plus cher que si on avait internalisé, je crois. Mais par contre, je pense que c'était le bon choix. Et aujourd'hui, je pense qu'on va continuer. C'est pas ton cœur de métier. Donc, autant utiliser des... Voilà. Enfin, j'entends tout à fait. Si t'étais un SaaS, ce serait pas pareil. Un SaaS B2B ou B2C d'ailleurs, ce serait pas pareil. Ouais. Là, c'est pas ton cœur de métier. Donc aller chercher la ressource là où elle existe, là où elle est bonne, quand on a besoin, ça a du sens. Ça fait énormément de sens. Ouais. Super. Bah écoute, parfait pour enchaîner sur la tech. J'aimerais mieux un peu comprendre quel est l'environnement. Et mon directeur de création à qui j'ai envoyé Mickaël Bayot, qui est brillant, qui est le meilleur directeur de création du monde. Je lui ai envoyé Mercury tout à l'heure en lui disant c'est là qu'il faut qu'on achète nos goodies maintenant. Il est très sensible au design de Base et du coup à celui de Mercury. Il m'a dit direct j'achète les hauts buts. Donc vous avez des... je les avais loupés. Ouais, on a des hauts buts. Des hauts buts. Des hauts buts, donc c'est des... Alors pourquoi je veux pas la marque hein. Balle de pétanque. Ouais, elle est pas dans le... Ils sont peut-être out of stock pour le moment, parce que c'est une petite usine dans le sud de la France. C'est une marque que j'adore, tu vois, c'est typiquement le genre de produit que j'adore vendre. Tu vois, on a fait une collab avec Reebok, je crois, et ils ont fait des boules au but, c'était trop cool. Et c'est ce genre de produit. On a aussi... Mais dis-lui que s'il n'y a plus de boules au but, ce qui est possible... Non, il y en a. Ok. Non, c'est moi qui cherchais mal. Il y en a et tu peux les faire, du coup, les brander, quoi. Ouais, les graver. Putain, c'est mortel. Ouais. Des boules au but. Produit en France depuis 1955. Très sympa. Ça doit pas être évident de graver une boule de pétanque. Pas évident. Il faut une sacrée masse, quoi. Et de les envoyer aussi. Ouais, parce que quoi, c'est quoi à partir de 50 € les 6 sets of triplets, donc les 18, c'est ça? Non, pardon, les 3 boules, ok. Ouais, ça pèse lourd des boules de pétanque. Mm-hmm. Pardon, je referme la parenthèse et je reviens sur le sujet de la tech. Vous étiez sur Shopify pour Drink Big avec des soucis, enfin pardon, c'est pas des soucis, avec un enjeu de personnalisation de commande un peu plus complexe. Vous décidez de passer sur Craft CMS, en tout cas votre développeur décide de passer sur Craft CMS. Aujourd'hui, vous êtes en train de migrer sur Odoo pour le back-end. Tu peux m'en dire plus? Fou, hein. Ouais, parfois ça hérisse les poils de certaines personnes. Ouais, donc nous, la complexité, c'est que si tu veux, on fait du custom, donc il y a plein de situations qui peuvent varier, notamment au niveau du pricing, et il faut qu'on puisse avoir un back-end où en fait on peut rendre une offre de prix dans la seconde, ou même les informations en front-end doivent pouvoir interagir avec le back-end. Donc par exemple si la quantité minimale varie ou si la dispo varie, etc. Donc en fait Odoo c'est un peu imposé comme étant la meilleure solution pour nous. Pour gérer l'update des informations produits, donc tout ce qui est information variable, donc la quantité disponible, le modèle de prix, la quantité minimale, etc. Donc c'est pour ça qu'on va faire on va tout migrer, une grosse partie de notre back-end sur Odoo. Mais alors quelle app de Odoo? Parce que Odoo, le principe, c'est un ensemble de microservices. Enfin, je résume, et je pense que Fabien serait pas content, mais un ensemble de microservices qui peuvent se connecter assez facilement, comme un gros puzzle, qui me permet de construire mon architecture logicielle d'entreprise. Mm-hmm. Et du coup, quelle brique vous utilisez? En fait, nous, la première brique qu'on a utilisée, je crois que ça s'appelle Invoice, ouais. Parce que justement, tu peux créer des champs dans tes invoices avec des sous-catégories du style type d'impression, nombre de couleurs, etc. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé initialement. Puis ensuite, en fait, tu peux créer des produits assez facilement. Et finalement, c'est les seuls. On n'utilise même pas leur CRM. C'est la seule database qu'on utilise. Et on peut créer des produits
qu'on va utiliser dans les applications logistiques sur notre site web. On peut créer des champs et ils ont une API qui est assez ouverte. Donc au final, on utilise ça. Et de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a des API, c'est même peut-être open source ou core source. Bon, écoute, je connais pas grand-chose. En tout cas, on peut construire dessus, avec, à côté, à droite, à gauche. Et en réalité, nous, c'est juste un point d'ancrage pour notre information. Okay. Leur API est ouverte et donc, en fait, c'est assez simple pour notre développeur. C'était pas une évidence dès le début. On a hésité à développer notre propre back-end. Mais finalement, Odoo a tellement de flexibilité et c'est avéré être le bon choix. Pour le moment, on verra si on a eu raison ou si on a eu tort. Intéressant. Odoo a aussi une brique e-commerce. Du coup, vous passez le e-com sur Odoo ? Non. Mais par contre, tu vois, Odoo, donc dans la partie invoicing, il y a ensuite le paiement. Et donc, on a plugué Stripe, etc. Et donc, nous, un client, quand il vient sur notre site aujourd'hui, il passe à travers un formulaire. Il répond aux questions du style combien de t-shirts vous voulez, quelle couleur, quelle impression, etc. Puis ensuite, ça génère une facture, une offre chez nous qui peuvent signer online, payer, et puis ensuite, on démarre, quoi. Et donc, on n'utilise pas le module e-commerce d'Odoo, on n'a pas créé notre site sur leur structure, on utilise juste le module invoicing, quoi. Et vous restez sur Craft pour le front, du coup, c'est ça, Craft CMS ? Ou ça va changer ? Et en fait, on va mettre un maximum sur Odoo. Ouais. Donc tout ce qui est contenu écrit, bloc de contenu, on va les garder sur Craft CMS. Mais tout ce qui est contenu qui est lié au produit, donc les caractéristiques, etc., ça, on va les garder sur Odoo. Comme ça, on n'a plus que... Parce qu'on a clairement une asymétrie d'information. Donc, très régulièrement, Opinel change ses prix. Je prends un exemple. Et nous, on doit absolument être réactifs par rapport à ça. Change les quantités minimales, change les délais de livraison, etc. Donc, nous, notre challenge aujourd'hui, c'est de mettre à jour l'information le plus facilement possible. Aujourd'hui, on a plusieurs databases et ce qu'on veut faire, c'est centraliser tout sur Odoo. Pour les informations produits et pour les informations genre custo et tout, on utilise Notion. Notion, ouais. En interne, cool. Et l'email ? Mailchimp. Mais on utilise HubSpot comme CRM, donc je pense qu'on va passer sur HubSpot. Okay. À voir. Bon, en même temps, vous êtes en B2B. J'allais dire, Mailchimp, quand tu commences à avoir beaucoup de monde, ça peut être... il peut y avoir des frictions. Mais vous êtes en B2B, donc des contacts, vous n'en avez pas non plus des dizaines de milliers. On a quand même... d'ici le début de l'année, par exemple, depuis le début de l'année, on a quand même entre 80 et 100 demandes par semaine. Donc finalement, on a pas mal... Ouais, ça fait du chiffre quand même. Pas mal d'inbound, de nouveaux contacts. Je crois qu'on a... non, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Je ne sais pas combien on a de contacts, mais je crois que ça commence à être important, mais clairement pas à l'échelle du B2C. Cool. Écoute, c'était passionnant. On a fait un grand tour de mercherie de vos enjeux. On te trouve et on te contacte sur LinkedIn ? Ouais, ou ailleurs. LinkedIn, Simon Paulet, je réponds toujours. Enfin, c'est parce que personne ne me contacte, mais je répondrai en tout cas avec grand plaisir. Simon Paulet, je vous invite à aller faire un tour sur Merchery, merchery.co. Il y a vraiment de jolis produits. C'est possible qu'il n'y ait plus d'Opinel ? C'est possible, ouais. Il y a un gros problème d'approvision de bois. On a, en gros, la supply chain est assez compliquée ces derniers temps. C'est ouf, hein, mais cette année, pour disons, l'électronique avec la Chine ou les matières premières ou le bois, compliqué, hein, les appros. Très compliqué. Bon, on n'a pas d'électronique. C'est un peu notre principe. Mais par contre, on a eu plein de marques qui étaient out of stock. Et forcément, quand tu es une marque B2C, tu dis, on arrête le B2B pendant un petit temps et on met la priorité au B2C. Donc, on en a un peu souffert. Et donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'objets qui vont et viennent. Mais bon, il y a toujours une belle section. Sur l'électronique, j'en discutais avec Tanguy, justement, de Cowboy, pour qui ça a été un enjeu, quoi. Alors, je sais, c'est pas forcément eux, mais d'abord le Covid en Chine, puis ensuite la crise des containers, puis ensuite je crois que c'était le détroit de... Canal de Suez. Le canal de Suez qui était fermé ou bloqué. Enfin, c'était compliqué cette dernière année, quoi. Écoute, Simon, c'était passionnant. Merci infiniment pour ton temps et ta transparence. Un tout grand merci de m'avoir reçu.
Un plaisir de venir à Paris. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à contacter Simon sur LinkedIn si vous avez des questions. Et je vous remercie, vous êtes toujours plus fidèles et plus nombreux. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur lepanier.io ou sur laurentk.substack.com. J'envoie chaque semaine un seul mail avec les épisodes de la semaine, ou les épisodes de la semaine et quelques news e-com ou digital au sens large. Et c'est toujours un plaisir de l'écrire et de lire vos retours. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à me répondre. Je répondrai à mon tour en retour. Simon, merci. Belle journée à toi et un tout grand merci de nouveau. Et à tous, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.